bonjour aux personnes présentes et merci d'être venues. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites lors de l'intervention précédente. Je vais forcer le trait sur certains points et peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis Mathieu Delaplace, je suis un des 2 délégués de l'ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et on est délégué pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'ANSSI, qu'est-ce que c'est? L'ANSSI, c'est une entité gouvernementale. On s'occupe de cybersécurité au sein de l'État. On est rattaché au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui est l'autorité chargée d'assister le Premier ministre pour ses responsabilités en matière de sécurité et de défense nationale. Donc nous, à l'ANSSI, on joue sur la partie cybersécurité avec ce prisme sécurité et défense nationale. Et on l'a vu ces dernières années avec l'émergence d'une menace de masse, la menace cybercriminelle notamment qui utilise le canal des attaques par rançongiciel, que cette composante de la cybersécurité, elle a vraiment un effet systémique qui a un impact sur la défense de la nation. Qu'est-ce qui se passerait si un attaquant arrivait à faire tomber un certain pourcentage de PME suffisamment conséquent pour bloquer toute l'activité économique en France? Ça aurait vraiment un effet sociétal. Et c'est de là d'où vient notamment la prise en compte de ce risque, le risque cyber au niveau européen, avec les 2 directives, NIS 1 en 2016 et NIS 2 en 2022. NIS 2 qui est en cours de transposition en droit français et qui devrait arriver sous peu. Le texte de transposition en droit français est à l'étude au Parlement français. Donc, nous à l'ANSSI, en termes de mission, on travaille à la fois sur la sécurité et sur la défense. La sécurité, c'est essayer de mettre en œuvre des protections pour éviter que les attaques arrivent. Et la défense, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit quand il y a une cyberattaque qui se produit. Et malheureusement, quand il est question d'attaque informatique, d'attaque sur les aspects numériques, d'attaque cyber, le risque zéro, il n'existe pas. Vous n'êtes pas à l'abri que vous ayez un système exposé sur Internet dans lequel il y a une vulnérabilité qui va être découverte par des cybercriminels, des attaquants quelconques, qui va être exploité alors même que l'éditeur du produit, il n'est même pas au courant qu'il y a une vulnérabilité. On parle de vulnérabilité jour zéro. Si cette vulnérabilité est exploitée de manière malveillante par un attaquant, cet attaquant il va être potentiellement capable de rentrer plus en profondeur dans votre réseau, de prendre le contrôle de l'ensemble. C'est malheureusement ce qu'on voit communément. Et dans des attaques qui causent beaucoup de dégâts en ce moment, déployer un rançongiciel, arrêter tous vos systèmes, et du coup là ça bloque l'activité de votre entreprise. Alors il y a des cas comme ça qu'on ne peut pas éviter. Donc ça, c'est le cas du risque zéro qui n'existe pas. Donc comment il faut faire? Il faut aussi travailler, pas uniquement sur la protection, mais sur les aspects de résilience. S'attendre à ce que l'entreprise, elle se fasse taper, que l'ensemble des systèmes informatiques soient indisponibles. Alors selon les métiers de l'entreprise, la réaction à prendre, elle va être différente. Il faut intégrer le risque cyber dans le plan de continuité d'activité de l'entreprise. Alors souvent dans les entreprises, il y a des plans de continuité d'activité qui ne prennent pas forcément en compte le risque cyber. Et c'est là où, quand il y a une attaque cyber, l'entreprise elle s'arrête et elle ne peut plus fonctionner. En prenant en compte ce risque cyber dans le plan de continuité d'activité, l'idée c'est de réussir à travailler en mode dégradé, continuer à fournir ses clients, continuer à maintenir la confiance vis-à-vis de ses clients, fournisseurs ou prestataires, le temps que les informaticiens, les automaticiens, quand ce sont les systèmes industriels qui sont touchés, le temps que ces personnels-là réussissent à remettre en fonction les systèmes tels qu'ils devraient opérer. Alors c'est pas évident, il y a forcément un moment où ça va coûter de l'argent puisqu'on ne sera pas opérationnel à 100%, donc ça mettra en difficulté l'entreprise. Mais l'idée, c'est toujours de réduire les impacts d'une cyberattaque de manière à s'en sortir le mieux possible. On a malheureusement des cas où les entreprises, suite à une cyberattaque, elles déposent le bilan, voire elles font complètement faillite.
y a un biais sur cette question aussi qu'on voit dans la presse, notamment maintenant grand public, c'est que ce ne serait que les hôpitaux publics ou les collectivités territoriales qui seraient touchés par ces cyberattaques. En fait, nous, avec notre centre d'assistance aux victimes dont on dispose à l'ANSSI, on constate que la plus grande part des cyberattaques qui nous sont remontées, elles le sont par des victimes qui viennent d'entreprises privées, plutôt de taille intermédiaire ou des petites et moyennes entreprises. Ça vient du fait que les attaques cybercriminelles, elles sont plutôt non ciblées et elles tapent les entités au petit bonheur la chance, au petit bonheur la malchance en l'occurrence, pour ceux qui se font taper, parce que les systèmes ne sont pas suffisamment sécurisés et permettent aux attaquants de rentrer trop facilement. Alors effectivement, comme ça a déjà été dit, l'idée c'est pas d'être ultra sécurisé, l'idée c'est plutôt d'être suffisamment sécurisé pour décourager un attaquant cybercriminel qui lui recherche lui-même la rentabilité de son attaque. Il ne faut pas qu'il y mette trop d'efforts, qu'il y passe trop de temps, parce que sinon son attaque elle serait pas rentable, mais il cherche aussi à générer de l'argent avec ses attaques. On constate aussi un autre type de menace, la menace de type espionnage, mais là ça ne concerne pas forcément toutes les entreprises et les mécanismes pour s'en défendre ils sont un peu plus compliqués. Sur ces menaces, nous à l'ANSSI, notre travail c'est de partager de la connaissance. Donc notre cellule d'assistance aux victimes, le CERTFR, elle publie régulièrement des analyses de la menace qui permettent aux entités qui les consultent de prendre conscience de quel est le niveau de menace, comment procèdent les attaquants, et donc d'adapter les mesures de sécurisation à mettre en face. On partage aussi des guides de bonne pratique sur toutes les thématiques, que ce soit les thématiques de gouvernance, donc plutôt à l'attention des chefs d'entreprise, comment organiser la cybersécurité dans son entreprise, par quoi je dois commencer. Aussi des guides techniques, évidemment, à l'intention des équipes informatiques ou des équipes opérationnelles. On a notamment un guide dédié à la sécurité des systèmes industriels. Et enfin, un sujet qu'il ne faut pas oublier, c'est la formation de l'ensemble des employés aux bonnes pratiques de sécurité numérique. On a malheureusement encore trop d'attaques qui viennent par un canal humain, un utilisateur qui se fait avoir par un email de phishing, qui a trop confiance dans ce qu'on lui dit au téléphone et qui va réaliser des actions malveillantes à l'encontre du système d'information de son entreprise sous guidage d'un opérateur malveillant par téléphone éventuellement. Donc ça, ce sont encore des choses sur lesquelles il faut progresser. Faut voir que finalement, l'informatique, c'est une technologie qui n'est pas si vieille que ça. Il y a encore des gens dans l'environnement professionnel qui sont arrivés, au moment où ils sont arrivés sur le marché du travail, il n'y avait aucune formation d'informatique, ils ont appris sur le tas. Ils ne sont pas forcément encore à l'aise pour les personnes qui sont là depuis plus longtemps avec les outils informatiques. Et leur parler de cybersécurité, c'est vraiment compliqué. Donc il y a vraiment encore un devoir d'accompagnement de la part des entreprises pour réduire ce risque-là, le risque du facteur humain. Même si une personne bien formée, au bon réflexe, elle pourrait un matin, moins bien réveillée, malade, se faire avoir par un email de phishing mieux fait. Donc là encore, c'est un risque qu'il faut toujours garder en tête et pour lequel finalement on ne pourra pas tenir l'employé qui se fait avoir comme forcément responsable de ses actes. Il faut réussir à contenir ce type d'attaque, c'est-à-dire qu'un attaquant qui aurait réussi à compromettre un utilisateur par un email de phishing, il ne faut pas que ça puisse générer au sein de l'entreprise une attaque qui annihilerait complètement tous les systèmes d'information. Et ça, c'est possible en mettant suffisamment de sécurité à l'intérieur du réseau informatique. Donc là, pour ça, il faut vous tourner soit vers votre responsable de l'informatique, soit vers votre sous-traitant. Concernant les sous-traitants, on a les sous-traitants informaticiens, les infogérants. On a d'ailleurs un guide spécifique sur cette thématique. Comment externaliser l'infogérance d'un système d'information industriel ou bureautique dans de bonnes conditions pour éviter un facteur de sur-risque par cette infogérance. On a eu, même dans la région, des cas d'infogérants qui utilisaient des systèmes centraux pour piloter l'informatique de plusieurs entités. Et cet infogérant s'est fait pirater ce système central pour des raisons de mauvaise pratique. Et ça a conduit au fait que
l'ensemble des entreprises et des collectivités territoriales qui étaient gérées par ce système central ont été compromises par un rançongiciel. Donc on a eu plus d'une centaine d'entités en une seule attaque qui ont été impactées. Donc la sécurité des infogérants, des sous-traitants, des partenaires, c'est aussi un sujet. On a aussi des cas où l'attaquant, il cible une grande entreprise, mais la grande entreprise, elle a les moyens de se sécuriser. Donc finalement, c'est trop dur de rentrer directement dans la grande entreprise. Donc l'attaquant va rechercher un sous-traitant moins bien sécurisé pour rentrer dans son réseau informatique et ensuite profiter des canaux de communication entre le donneur d'ordre et son sous-traitant pour remonter ce canal-là et réussir à infecter la grande entreprise. Donc ne pas mettre suffisamment de sécurité dans vos propres process de sous-traitants, ça peut engager votre responsabilité interne pour la compromission de vos clients éventuellement. Alors c'est un facteur de risque qu'on essaie de limiter par la réglementation, hein, notamment avec NIS 2, qui va cibler un certain nombre de secteurs d'activité avec des entreprises à partir de la taille moyenne, donc 50 employés et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais chaque entité assujettie devra mettre en œuvre des mesures de sécurité vis-à-vis de sa chaîne de production, sa chaîne de sous-traitance, et donc exiger de ses propres sous-traitants, de ses propres fournisseurs, des mesures de sécurité. Donc ce sont des sujets qui sont importants, puisque ça peut engager ensuite, pour les sous-traitants qui ne sont pas directement assujettis à NIS 2, pas des sanctions, mais des pénalités commerciales. Et évidemment, pour les entités directement assujetties à NIS 2, des sanctions, puisque c'est ce qui est prévu par les textes. Ce que je voulais aborder aussi, c'était le fait que... une crise d'origine cyber, elle a différentes spécificités pour lesquelles il faut se préparer. Notamment le fait que ces crises, elles ont une double temporalité. Une crise cyber, elle se produit en général la nuit d'un week-end, la nuit du vendredi au samedi, la nuit du samedi au dimanche, alors que la veille, tout le système informatique fonctionnait correctement, le lendemain matin, il n'y a plus rien qui marche. Et ensuite, si vous n'êtes pas bien préparé par des actions préventives à remettre en œuvre le système d'information, bien souvent, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour restaurer l'ensemble des systèmes d'information. Donc, se préparer à ça, c'est aussi important. Ce sont des crises d'origine technologique qui sont très mal comprises en général des directions générales. Et donc, il y a tout un volet d'acculturation de la direction générale des entreprises pour qu'elles soient en capacité de gérer les effets d'une telle crise. Si ça n'est pas fait en amont, il faut le faire en période de stress alors que l'activité est arrêtée. Et ça se passe forcément beaucoup moins bien. Quelque chose auquel il faut se préparer aussi, c'est le fait que pour les entités multisites, alors qu'une crise d'origine, par exemple un incendie ou une inondation va toucher un site particulier de votre entreprise, une attaque cyber, elle peut potentiellement toucher tous vos sites d'entreprise d'un seul coup, même pour une entité internationale. Donc c'est toute l'activité de toute l'entreprise, tous sites confondus qui s'arrête, et pas uniquement un seul des sites. Donc impossibilité de reporter la production d'un site sur un autre. Toutes ces questions, ça fait vraiment qu'il faut se préparer à gérer les effets d'une crise cyber et essayer d'atténuer les risques qu'on ne peut pas éliminer. Hein. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Les vulnérabilités de systèmes qui ne seraient pas connus des éditeurs de produits, même si on voit encore des produits pour lesquels les mises à jour ne sont pas publiées, pour lesquels les mises à jour sont publiées, mais elles ne sont pas déployées sur les systèmes, donc les systèmes restent vulnérables. Et aussi, bien évidemment, le facteur humain, qui est encore aujourd'hui une grande source de vulnérabilité et qu'on ne pourra malheureusement jamais éliminer.
C'était les points principaux sur lesquels je voulais insister suite à la présentation précédente. À noter effectivement un dispositif de l'État, CyberPME, qui finance un audit et de la remédiation en matière de cybersécurité. Donc c'est un programme qui est mis en œuvre par la BPI. À noter aussi à venir bientôt un dispositif d'accompagnement spécifique pour les petites entreprises. Donc un dispositif poussé par l'ANSSI qui va s'appeler Mon Aide Cyber, qui est en cours d'expérimentation actuellement, mais qui devrait être annoncé publiquement sous peu. Et donc ce dispositif Mon Aide Cyber, il vise à faire accompagner gratuitement une entreprise qui a pris conscience de la problématique cybersécurité, mais qui ne sait pas comment le traiter parce qu'elle n'a pas les ressources internes pour juger de la qualité de ce qu'on lui propose, enfin de ce que les professionnels de la cybersécurité lui proposent. Donc elle se retrouve dans une situation où elle n'est pas confortable avec sa propre situation en cybersécurité, mais elle ne peut pas faire confiance à ce qu'on lui propose, donc elle a peur de s'engager dans des coûts démesurés qui ne répondraient pas à ses besoins. Alors Minalogic propose une solution. Côté ANSSI, on propose une autre solution. Faudra voir si c'est aligné. L'idée qu'on a eu, c'est de construire un réseau de personnes formées qu'on a appelé des aidants. Ces aidants, ils déroulent un diagnostic auprès des entités qui souhaitent se faire aider par ce dispositif, et ça aboutit à un plan d'amélioration de la cybersécurité dans l'entité. Ce qui est différent par rapport aux autodiagnostics qui existent déjà et qui ont été publiés par de nombreuses entités, c'est que dans notre étude préalable, on s'est rendu compte que les entités qui n'ont pas une maturité suffisante, elles ne savent pas s'auto-diagnostiquer. Elles ont besoin d'un accompagnement pour évaluer leur positionnement sur telle ou telle question de la cybersécurité. D'où l'idée de créer ce réseau d'aidants. Donc par ce dispositif Mon Aide Cyber, il peut y avoir des entités qui se proposent en tant qu'aidants, s'enregistrer sur la plateforme monaidecyber.ssi.gouv.fr, ou en tant qu'entité à aider, en s'inscrivant sur monaidecyber.ssi.gouv.fr, vous pouvez être mis en relation avec un aidant qui viendra dérouler le diagnostic et aboutir à une feuille de route cybersécurité adaptée à vos besoins. Pour conclure, je vais reprendre le titre de la conférence. Donc cyberattaque, fatalité ou défi à relever. Alors fatalité quelque part oui, votre entité elle va vraisemblablement subir des cyberattaques. Le défi à relever, ce sera de comment vous allez gérer les effets de ces cyberattaques. Est-ce que vous serez suffisamment bien préparé pour continuer votre activité même en mode dégradé? Est-ce que ce sera la catastrophe? Est-ce que ça vous amènera à la banqueroute? Je ne vous le souhaite pas. En tout cas, il y a des mesures de réduction de risque qui sont possibles, des mesures de réduction d'impact. On peut se faire taper et que ça ne détruise pas entièrement l'entreprise, ça va détruire uniquement une partie des systèmes, ce qui permettra à tout un ensemble de fonctions de l'entreprise de continuer à fonctionner. Donc il ne faut pas rester les bras croisés face à ce risque. Et se mettre en ordre de marche. Il y a de nombreux dispositifs maintenant qui permettent de travailler sur ce sujet, voire avec des financements comme on l'a dit.